Alors, tac tac tac, que je vous mette la bonne scène. Voilà, bonjour à tous. On va démarrer la revue de psychologie positive. Je vérifie juste le mix pour vous. Niveau musique, j'ai l'impression que c'est tout à fait supportable. Voire pas fort du tout, attendez. Alors, ça m'a l'air ok là. Très bien. Donc, ce matin, je voulais vous parler de plusieurs articles. Alors, je vous l'ai dit les dernières fois, hein, j'ai plein de choses en stock. Je me décale pour être bien centré. J'ai plein de choses en stock, et notamment ces articles-là que je voulais traiter depuis un moment. Des articles sur, euh, et oui, une fois n'est pas coutume, sur l'intelligence artificielle euh, et le, le flux de conscience et la narration personnelle. Les histoires personnelles. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et deuxième article des mêmes auteurs qui fait suite au premier, euh, l'utilisation de l'IA comme assistant pour les coachs et les thérapeutes. Donc vous voyez, on explore un peu la thématique des IA ce matin. Hop, du coup je rebaisse un peu la musique. Et pour terminer, et je pense qu'on aura fait le tour, j'ai d'autres articles en stock, on verra, mais si on a le temps, on fera encore autre chose. Mais voilà, déjà ça. Un article sur l'aspect positif de la technologie. Comment est-ce qu'on peut saisir le potentiel positif de la technologie pour augmenter le bien-être. Petite parenthèse sur ce réalisé, vous avez d'ailleurs la vidéo de cette semaine qui a été publiée, qui est une vidéo donc sur mon autre chaîne YouTube, pas sur la chaîne de replay de Twitch, mais sur la chaîne se réaliser, où j'ai parlé justement du bien-être numérique. Vous avez un certain nombre d'éléments scientifiques qui vous expliquent voilà, les effets négatifs, les effets positifs, comment utiliser les effets, enfin la technologie pour des effets positifs. Donc là, on va rejoindre un peu ça, mais c'est un article récent hein, qui a été publié en octobre 2023, donc il y a 8 jours, donc tout frais sorti du four. Les deux premiers articles, par contre, eux, sont de août. Ça fait un moment que je les avais en stock, enfin ils ont été reçus en août, pardon, ils ont été publiés en début septembre, enfin mi-septembre, le 14. Ça fait un moment que je les avais en stock, ça fait un mois, mais je voulais quand même les traiter parce qu'ils sont intéressants. Et en plus, il y a Martin Seligman dans les auteurs, alors tout va bien, un des papes de la psychologie positive. Allons-y, c'est parti, commençons tout de suite. Donc, un premier article sur la narration personnelle. Alors les histoires personnelles, c'est en fait, et le flux de conscience, l'idée c'est de se dire, ok, quand un patient, quand une personne raconte un peu son histoire, elle se narre elle-même, elle a un narratif, elle a une histoire de vie, une manière de raconter des choses, etc., qui, alors qu'on pourrait dire qui trahit, mais c'est peut-être un peu un terme négatif, mais qui fait transparaître sa vision des choses, sa manière dont elle aborde les problèmes, sa manière dont elle reçoit euh, des remarques, des feedbacks des autres, etc. etc. En fait, ça une construction d'un narratif, d'une histoire personnelle, d'une histoire qu'on se... Alors, c'est pas juste l'histoire personnelle, avec des faits objectifs, c'est vraiment le narratif, c'est-à-dire comment est-ce que vous vous racontez, quelle histoire vous vous racontez, comment est-ce que vous, en tant que personne, vous vous racontez aux autres. Et donc ça, c'est intéressant. Je veux dire, c'est un des matériaux premiers de tout thérapeute, tout coach, etc. dans l'accompagnement. Voilà, le fait de recevoir ces histoires de vie, de recevoir ces histoires qui sont racontées d'une certaine manière par la personne, euh, et la manière dont on raconte par rapport aux faits, peut y avoir un grand gap parfois. Donc ça, c'est la matière première, notamment des thérapies. Euh, donc c'est ce qu'ils expliquent ici. Donc les narratifs personnels, c'est des histoires qu'on se raconte sur nos propres vies. Et ces histoires jouent un rôle central dans notre identité et elles influencent ces histoires énormément nos schémas de pensée et nos comportements. Donc c'est quelque chose, c'est une approche voilà, qu'on connaît depuis et qui a été
conceptualisé dans de nombreuses théories depuis les années 80, donc depuis 40 ans. C'est quelque chose qu'on ne nommait pas forcément comme ça avant, mais voilà, qui est important. Donc la notion de narration personnelle, enfin de narratif personnel plutôt, euh, a pris, voilà, c'est bien installé dans le domaine de la psychothérapie et du coaching aussi. Et la recherche dans les thérapies comportementales cognitives, qui concernait justement le narratif, les thérapies basées sur le narratif, et bien toutes ces recherches-là, elles suggèrent que quand on aide les individus à réinterpréter leur narration personnelle, dans ce cas-là, les thérapeutes peuvent promouvoir une meilleure compréhension de soi, qui permet ensuite d'avoir des comportements et des actions plus saines, plus sains. Plus sain dans le sens d'un mieux-être du patient, de la personne, évidemment. Mais malgré ces bénéfices, de travailler sur le narratif personnel, c'est quelque chose qui est compliqué. Parce que, évidemment, quand on fait des recherches là-dessus, tout est subjectif, tout est différent, tout est idiosyncratique et unique, a priori. Et donc, non seulement il y a ça, donc non seulement il y a des particularités à chaque fois, mais en plus, il y a une structure des narratifs qui sont des structures latentes, qui ne sont pas explicites. C'est pas, alors je vais vous parler dans une première partie de la manière dont je construis ma relation à mes parents, puis dans une seconde partie, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc en fait, on a évidemment dans le discours, hein, si vous faites un petit peu de travail sur, je sais pas moi, sur le dialogue, sur le discours, sur du coaching ou sur de la thérapie ou sur la manière de mener des entretiens dans divers domaines, vous savez qu'en fait, vous êtes un peu penché sur la question, vous savez que le flux de discours, c'est toujours quelque chose qui a des ratés, des arrêts. Enfin, moi, je le fais aussi là, même si j'ai un déroulé, on va dire, qui est beaucoup plus structuré, puisque je me base sur une structure, mais euh, vous avez toujours des allées, des retours, des hésitations, des choses qui reviennent en arrière, des tics de langage, des obsessions dans différents thèmes, etc. Donc tout ça c'est difficile. Il y a une matière première qui est énorme et il faut réussir en faisant une analyse de discours, d'ailleurs plus ou moins consciente chez les thérapeutes et les coachs. Il y a des outils, mais il y a aussi à force comment on le sent et les choses qu'on détecte plus ou moins automatiquement. Et ça c'est compliqué. Alors maintenant, première, donc là, les narratifs personnels. Ok. Ensuite, l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, je ne vais pas vous la refaire, hein, ChatGPT, vous connaissez. Donc on parle de modèles de langage, je ne sais pas comment on dit en français, des grands modèles de langage, des GML. En anglais, Large Language Models, donc les LLM. Donc ChatGPT en fait partie, Bard pour Google en fait partie. Donc en gros, c'est l'intelligence artificielle, ça fait longtemps que ça existe. Le terme est toujours un peu compliqué parce qu'il n'y a pas d'intelligence en réalité, mais bref, c'est toute l'ambiguïté du terme en anglais qui veut dire intelligence et qui veut aussi dire information. Si vous savez pas, si vous parlez pas anglais, par exemple le FBI, le Federal Bureau of Investigation, c'est pas ça. C'est je sais plus quelle agence américaine il y a intelligence dedans. Bah la CIA. Voilà. Le I, ça veut dire intelligence. Et en fait, intelligence, c'est de l'information en anglais, du renseignement d'information. C'est utilisé dans le renseignement comme terme d'information, etc. Donc, il y a cette ambiguïté. Et en fait, c'est surtout des modèles qui traitent de l'information artificiellement. On pourrait dire de la cognition artificielle à la limite, mais de l'intelligence, c'est un peu. Donc, bref, parenthèse fermée. Et donc, les modèles de langage, l'intérêt, c'est qu'ils peuvent traiter. Je regarde si la musique n'est pas trop forte, tac, un peu quand même, un peu fort. Hein. Je vais baisser un petit coup. Est-ce que je peux baisser un petit coup? Ouais. Et donc, ces modèles de langage, ils permettent de simuler des réponses humaines et d'analyser des relations complexes dans le langage, à une échelle qui n'était pas du tout possible avant. Et surtout avec un accès qui est très très simple. Donc les modèles de langage, ils sont intéressants dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on peut leur donner. D'ailleurs, alors vous savez, ChatGPT s'est entraîné sur des corpus internet énormes, mais on a aujourd'hui des modèles de langage, en fait,
qu'on peut entraîner justement ces modèles-là sur des corpus spécifiques. Donc si vous voulez avoir un corpus spécifique orienté thérapie, vous pouvez lui donner à manger des tonnes et des tonnes et des tonnes de transcripts de thérapie, et ça va aider à comprendre le fonctionnement d'une thérapie, etc. Vous avez aussi des modèles de langage comme ça, on va dire portables offline, que vous pouvez télécharger. Alors il y en a qui existent en open source, qui sont... C'est un peu compliqué des fois d'installer et tout ça, mais ça existe. Vous leur donnez à manger, et en fait, vous avez votre propre, on va dire, chatbot, si c'est ça l'interface que vous allez mettre en place, mais souvent c'est ça. Vous avez votre propre chat GPT perso entraîné offline, pas connecté à Internet, qui vous permet d'avoir, par exemple, si vous avez des données confidentielles, de ne pas les envoyer à OpenAI comme ça gratos, on ne sait pas où ça va. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est ce que font d'ailleurs des entreprises. Évidemment, dans une entreprise, on vous dit souvent, et c'est normal, de ne pas mettre d'informations dans le chat GPT confidentiel, puisque en fait, vous donnez des informations à OpenAI comme ça, gratos. Donc, et puis avec peut-être des infos confidentielles parfois qui sont stratégiques. Ça part après dans les limbes et dans une masse d'infos, mais en tout cas, ils les ont. Donc, il faut faire attention à ça. Et donc, on peut avoir des propres modèles de langage comme ça qui sont entraînés spécifiquement, plus que ChatGPT qui est très généraliste, et donc c'est encore plus intéressant. Donc pour des chercheurs, pour des gens qui veulent mettre en place des outils comme ça, maintenant on a gratuitement accès à des outils super puissants. Et ce que je voulais dire, voilà, c'est ça, c'est que les modèles de langage que vous avez comme ça en offline, pourquoi c'est offline, enfin, pourquoi vous pouvez l'avoir offline? Parce que c'est beaucoup plus léger, parce que sinon les gros modèles de langage comme ChatGPT, c'est des, je sais pas combien de téraoctets de données, mais c'est assez énorme. Vous avez des petits modèles de langage que vous pouvez entraîner vous, et qui sont portatifs, mais qui sont aussi efficaces parce qu'en fait, ils ont été entraînés sur, en tout cas leur algorithme est entraîné sur des gros modèles de langage. En fait, c'est un petit peu... on entraîne des gros modèles de langage énormes qui traitent des tonnes et des tonnes de données. Une fois qu'ils sont bien optimisés, on utilise ces modèles de langage pour entraîner d'autres modèles plus petits qui vont dire ok, moi je prends le meilleur, j'ai compris comment il fonctionnait, le gros modèle obèse là, et du coup je suis aussi efficace. Je crois qu'en termes de pertinence de réponse, on est à quelques pourcentages près, on est aussi proche. Je vous invite à regarder des vidéos notamment je crois de Micode qui a fait des vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. Et donc ces modèles-là, ils sont intéressants parce qu'ils sont légers, vous pouvez les avoir sur votre téléphone en fait après en offline, enfin c'est super pratique. Bref, donc parenthèse fermée. Et donc par rapport à ce qui nous intéresse, donc les narratifs personnels ici, en exploitant des données et des schémas comme ça narratifs qu'on alimente, qu'on donne à manger à une IA, et bien les IA, elles arrivent à faire ressortir les choses explicites dans le narratif d'une personne. En tout cas, ça serait l'objectif de ce qu'il voudrait faire. Et donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que dans ce cas-là, l'IA, vous lui donnez les données à manger au fur et à mesure de votre patient, de vos patients. Si vous voulez être bien RGPD, bien propre, vous faites ça avec une IA offline. Et l'IA, en fait, va être votre assistant et va vous faire ressortir les schémas narratifs de la personne beaucoup plus vite. Voilà. Mais ça, théoriquement, on peut le faire, mais c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait. Donc, dans l'étude qui nous intéresse, là, ils ont utilisé ChatGPT 4 pour traiter des données de participants et pour générer, donc des participants à l'étude qui étaient d'accord, etc., et pour générer des narratifs personnels individualisés que ensuite les participants évaluaient au niveau de leur précision, de l'effet du fait qu'ils soient surpris par le narratif et de ce que ça leur donnait comme information, comme information utile pour faire des choses après derrière. Et donc, en examinant la capacité des intelligences artificielles de créer des narratifs personnels qui ont du sens, et en faisant évaluer ces narratifs par les participants qui étaient à l'origine en fait des données qui ont été envoyées à ChatGPT, eh bien ils ont exploré une nouvelle frontière de relation entre IA et thérapie. En fait, ce qu'il faut comprendre sur les narratifs personnels, c'est que vous avez les discours des gens, des données, etc. Et tout ça, ça construit un narratif. En fait, on peut le remettre entre guillemets au propre en disant, ben voilà,
voilà la manière dont tu te narres, la manière dont tu racontes ta vie. En la synthétisant un petit peu, en disant, voilà les trucs qui sont saillants qui ressortent. Et donc en fait, les gens après, ils se reprennent ça en renvoi, en lisant ce qui a été produit par ChatGPT, qui a été un peu entraîné spécifiquement pour ça, et ils se disent, ah ouais, je me reconnais dans cette narration de vie, c'est moi en fait, ou pas. Et c'est ça qu'ils ont voulu tester. Parce que si on arrive à faire reproduire comme ça une narration synthétique qui fonctionne bien et qui ressemble à la personne à qui, dont on a pris les discours pour construire ce narratif, eh bien ça veut dire que l'IA est un assistant pertinent pour mettre au propre le narratif de la personne, et ça pour le thérapeute c'est hyper précieux. Parce qu'après il a des éléments d'information qui lui permettent de dire ok, cette personne, en quelques échanges, j'ai des éléments pour dire que cette personne elle se raconte comme ça, et donc on va plutôt proposer on va le voir après, hein, telle thérapie, etc. Bon. Donc là, les participants 18 ans et plus, alors à la base, euh, les participants, ils devaient enregistrer 50 flux de conscience, des pensées, sur 48 heures. C'est-à-dire, en fait, ils devaient juste raconter voilà, qu'est-ce qui leur passe par la tête, parler tout seul. Moi, je fais ça très très bien. Je sais pas pour vous. Donc, parler tout seul sur leur vie, etc. Ils avaient ils avaient des consignes là-dessus. Pendant 48 heures, ils doivent en enregistrer 50, des petits morceaux comme ça. Et ensuite, ils ont donné des prompts pour entraîner ChatGPT 4 à générer des narratifs à partir de chaque participant. À partir des 50 flux de conscience qui avaient été enregistrés, remis en texte, tac, on entraîne ChatGPT 4. Quand les narratifs ont été créés, ils ont reprompté ChatGPT pour euh, retraduire ces narratifs en 25 flux de conscience comme ça, de penser que l'individu qui était dans le narratif pourrait penser. C'est-à-dire en gros, vous rentrez chez vous, vous parlez de... Voilà, vous avez des flux de conscience, vous pensez à ce qui vous passe par la tête, vous l'enregistrez 50 fois en 48 heures, vous faites ça. Les scientifiques envoient ça à ChatGPT 4 qui est entraîné ensuite pour construire le narratif de la personne. On a le narratif, et ensuite on redemande à ChatGPT, ok, à partir de ce narratif-là, produis-moi 25 flux de conscience, de pensées comme ça, que cet individu qui a ce narratif-là pourrait générer dans la vraie vie. Des pensées qui pourraient lui passer par la tête. Et donc voilà ce que ça donne. C'est un script narratif. Enfin, ça, c'est les prompts pardon, qu'ils ont envoyés à ChatGPT. C'est ça. Pour générer le script narratif et ensuite pour, euh, à partir du narratif généré, recréer des pensées. Donc c'est voilà, les flux de pensée que ChatGPT a généré. Bon, ensuite, on envoie ça aux participants et ils doivent dire à quel point c'est pertinent, enfin c'est juste, c'est surprenant ou ça leur apporte des informations intéressantes. À la fois par rapport au narratif et par rapport au flux de pensée généré. Voilà, et puis après ils doivent mettre des commentaires. Donc voilà, échelle de Likert, de pas du tout pertinent enfin pas du tout juste à complètement juste, etc. Bon, je passe un petit peu là-dessus. On avait 95 individus de 20 pays différents, et à la fin, bon, il y a beaucoup de mortalité, c'était une première étude exploratoire. On a à la fin 31 individus et 26 qui complètent le questionnaire. Donc voilà un petit peu les évaluations. C'est juste, c'est majoritairement juste, voilà un peu, etc. Bon, les trucs classiques. Hein. Donc je passe sur les résultats. Allons à la discussion. Donc qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Eh bien, voilà. ChatGPT, globalement, ils ont réussi à l'entraîner pour qu'il, enfin le prompter en tout cas, pour qu'il génère des narratifs personnels intéressants.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, c'est vrai tout à l'heure, pour générer ces narratifs, ils ont à la fois donné les flux de conscience, de pensée que les gens enregistraient, et en même temps aussi des informations démographiques. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'il est, je sais pas, dans tel pays, tel autre? Est-ce qu'il a tel âge, etc. Donc on avait aussi ces éléments-là. La plupart des participants étaient surpris par ces narratifs en disant que bah, le modèle faisait ressortir des choses qu'ils n'avaient pas remarquées en fait. Euh, et donc c'était intéressant pour eux, dans le sens où ils avaient de nouvelles, des insights, donc des informations, des trucs vraiment qui leur ouvraient les yeux en fait sur certaines choses grâce à ces narratifs. Donc c'était intéressant en termes de découverte personnelle. Et donc ces données suggèrent que les IA peuvent faciliter le raisonnement autobiographique, donc c'est-à-dire la réflexion sur soi-même hein, et sur l'histoire de vie qu'on a. Et au-delà de la théorie, les applications pratiques, donc évidemment, sont dans la psychothérapie et le coaching, parce qu'évidemment, il y a le côté théorique, c'est-à-dire qu'on arrive à faire ressortir des narratifs, donc on comprend mieux comment ça fonctionne. Et de l'autre côté, en thérapie, en coaching, ça peut être intéressant. Ça pourrait être un outil, un support qui pourrait donner à la fois un support pour les clients, enfin les patients, en fonction de qui on parle, coach, thérapeute, etc. Donc un feedback intéressant sur lequel ils peuvent retravailler tout ça. Et puis pour les thérapeutes, c'est des nouvelles informations, un nouveau point de vue complémentaire, plus efficace, plus rapide sur leurs patients, pour les aider. Et donc, en sachant que c'est un premier test, qu'il y a plein de limites à l'étude, que ChatGPT, effectivement, et les modèles de langage comme ça a à peine un an. Là, on va arriver à à l'anniversaire de ChatGPT, je crois, où on y est presque. Enfin, pardon. Euh, et, euh, et évidemment, il y a des limites en termes comment dire, de compréhension, c'est un peu fort comme mot, mais de captation des émotions, du contexte et de l'idiosyncrasie, donc des particularités individuelles qui jouent un rôle dans les narratifs personnels. Donc on pourrait euh, améliorer bien sûr la capacité de modèles de langage à développer une vraie analyse des narratifs. Et on a quand même un échantillon limité, etc. Donc on a plein de limites, mais c'est hyper intéressant. Et encore une fois, c'est ChatGPT 4, et ils l'ont juste prompté. Ils n'ont pas entraîné pendant des heures avec des corpus. Donc on peut imaginer que des outils comme ça puissent voir le jour pour développer vraiment comment dire, des outils d'assistance aux thérapeutes. Euh, Demain, on enregistre les séances. La transcription, maintenant, ça fonctionne assez bien. Et puis, à quelques erreurs près, ça permettra. Enfin, ChatGPT, il corrige ça assez facilement. Il zappe hein, quand il y a des erreurs de langage ou des répétitions. Il arrive à comprendre que, en fait, c'est des erreurs, etc. et qu'il faut les mettre de côté. Et donc, si au lieu de prompter juste simplement, on entraînait vraiment un modèle de langage pour ça, fort à parier que à la fois pour les patients, ce sera un super feedback pour comprendre en fait comment eux-mêmes fonctionnent, et pour les thérapeutes, ce serait, et on va le voir, un super outil d'assistance. Alors justement, on reprend avec les mêmes auteurs une étude qui a été publiée en même temps, en fait c'est deux parties, hein, on va dire. Euh, donc ici, ils reparlent des narratifs, je reviens pas dessus, ils ont repris les mêmes participants, euh, et ils ont pris juste alors c'est pour vous dire, hein, c'est un échantillon, c'est vraiment exploratoire. Les 5 participants qui disaient que c'était vraiment, vraiment parfaitement juste ce que ChatGPT avait généré. Voilà. Et ensuite, ils ont prompté, je vais pas entraîner parce que c'est trop fort comme mot, c'est vraiment juste des prompts sur ChatGPT 4 en leur disant, ben voilà, euh, je suis, bonjour ChatGPT, je suis un coach de vie. Voici le narratif personnel de mon client. Donc là, ils remettent le narratif. En se basant sur ce narratif, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire avec ce patient pour l'accompagner, le coacher, voilà, pour atteindre des objectifs
les objectifs thérapeutiques de coaching qu'on a ensemble. Donc recommande-moi des interventions spécifiques à partir de ces informations-là. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont eu comme résultat? En fait, ChatGPT 4 a généré des stratégies de coaching hautement plausibles et spécifiques et vraiment adaptées. Ils ont rajouté ensuite 10 participants à l'étude, donc ils ont refait les narratifs, etc. Et ils ont et c'est resté pertinent en fait. 89% des narratifs personnels étaient générés étaient considérés comme complètement justes ou majoritairement justes. Et donc ça fonctionnait toujours sur les narratifs. Alors, hop, que je vous dise pas de bêtises, pardon. Voilà, donc ils arrivaient à générer des... En fait, en tant que coach, alors c'est pour ça que je vous dis c'est exploratoire encore, hein, c'est que eux, en tant que thérapeutes, psychologues, en l'occurrence, coach, etc., en regardant les narratifs et ce qui était proposé comme intervention par ChatGPT, qui a été prompté pour, etc., eh bien, c'était tout à fait cohérent. C'est-à-dire que, oui, quand il y a ce type de problématique-là, en général, on va conseiller ce type d'outil qui est efficace, qui est prouvé scientifiquement et qu'on va utiliser en thérapie. Donc, en fait, pour vous faire tout le cycle, l'idée c'est que si on allait au bout et qu'on confirmait ces études et qu'on entraîne des modèles de langage pour ça, spécifiquement, qu'on va plus loin que ChatGPT, on pourrait se dire, ok, en fait, je suis thérapeute, je suis coach, je suis psychologue, je suis même psychiatre, j'ai mon patient ou mon client, selon la personne, qui me raconte un peu sa vie, comment elle voit les choses, j'enregistre les séances. Je les mets, la première séance, la deuxième, je les mets dans un modèle de langage, transcrit, hop, envoyé au modèle de langage, qui est entraîné pour générer, en fait, synthétiser les narratifs personnels des gens, et ensuite, pour peut-être un deuxième modèle de langage, ou le même, pour proposer des interventions thérapeutiques, etc. Et juste avec ce qu'ils ont fait avec ChatGPT 4, et juste des prompts, ils arrivent à avoir des trucs hyper pertinents. À la fois dans la construction des narratifs, selon les personnes visées, c'est-à-dire les personnes qui correspondent au narratif, qui ont raconté leur vie en fait, et qu'on leur renvoie un peu leur narratif personnel dans la face, là, et en même temps par rapport aux thérapies proposées, enfin aux outils thérapeutiques, à la boîte à outils qu'on pourrait proposer à un patient qui a ce narratif-là, ce type de problématique-là, cette manière d'aborder les choses. Donc ça c'est hyper intéressant. Alors, c'est ce qu'ils disent ici, des coachs, etc., des thérapeutes ou des psychologues pourraient se dire, oui mais attendez, ça va remplacer les humains, on va faire des thérapies en ligne, et puis en fait, du coup notre métier disparaît. Alors eux, ils ont une vision plutôt positive des choses, ils se disent, ben non, en fait, c'est plutôt un super outil pour aider en fait le thérapeute et le coach à faire, ou le psychologue encore une fois, à faire ce qu'il sait bien faire, c'est-à-dire du relationnel, à accompagner, à expliquer, à entendre, à faire du aussi. Alors, si on est plutôt pro théorie psychanalytique, etc., faire du transfert, en tout cas, il y a du lien hein, toujours dans une relation, donc c'est important. Il y a une relation humaine qui se crée, et donc ça, c'est quelque chose qui est pertinent, enfin qui peut être un outil pertinent. Et l'intelligence artificielle ne fait que suggérer un ensemble d'outils, et après, c'est au thérapeute de se dire, ok, à ce moment-là, plutôt cet outil-là, en fait, finalement, ça va pas le faire parce que pour telle et telle raison qui n'ont pas été captées par l'intelligence artificielle. Voilà, c'est plus... Vraiment, il faut prendre ça comme un outil d'assistance, comme une aide, presque comme un ou une secrétaire spécialisée dans le domaine, voilà, ou un stagiaire, on va dire, mais très entraîné, qui pourra vous donner des éléments comme ça d'information importants, quoi. Et qu'on pourrait pas, on n'a pas deux personnes, en fait, avoir deux personnes en face d'un patient, ça, c'est pas le même type de relation, et ça peut empêcher d'ailleurs certaines thérapies.
Et en fait, deux personnes compétentes pour une personne, enfin, qui sont capables de faire ça pour une personne, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc là, l'intelligence artificielle, pardon, l'intérêt, c'est justement que c'est hyper accessible, aussi économiquement. Donc, euh, après, il y a évidemment les limites, hein. On n'a qu'une fraction de la pensée de la personne, on n'a pas toute la personne en entier, on n'a pas tous les éléments d'information. Donc il faut rester prudent aussi sur ce que ressort l'intelligence artificielle. Et c'est là aussi où le jugement du thérapeute et du coach, du psychologue ou du psychiatre est hyper important. Parce que sinon, il peut y avoir des dérives. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est une première étude exploratoire et il y a des promesses hyper pertinentes pour la santé mentale en fait. Et on pourrait aussi imaginer que, mais ça c'est déjà quelque chose qui est dans les tuyaux, hein, de la thérapie avec des chatbots, en tout cas une certaine, un certain genre de thérapie ou un certain genre d'assistance psychologique faite par des bots, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais ça doit toujours rester une première étape, quelque chose qui est limité, en signifiant bien aux personnes qu'en face ils ont un bot, quoi. Donc il y a des promesses intéressantes en termes de santé mentale. Si c'est bien fait, si on arrive à utiliser ces outils-là de cette manière-là ou d'autres manières pour aider les gens à aller mieux ou à identifier des stratégies pour se gérer en autonomie, etc. Et se gérer en autonomie pour aller mieux tout seul sans forcément faire appel à une personne, etc. Sur des choses assez légères, ça peut être intéressant. Mais ça doit rester toujours qu'un outil avec des limites, et derrière, il doit y avoir la capacité de mettre une personne pour prendre le relais quand les choses sont compliquées. Et je ne parle pas évidemment de choses extrêmement graves, hein. On parle on va dire, un peu de thérapie courante, de petits problèmes du quotidien avec des bots purs. Et après, quand on est en thérapie, les bots prennent le rôle d'assistant. Et là, en l'occurrence, ça peut être intéressant. Dans ces études-là, c'est ce qui est montré. Et ça devient un outil parmi d'autres. Comme on peut faire des tests diagnostiques, comme on pourrait faire voilà, un test pour savoir si vous êtes, par exemple, test des forces de caractère, ou des tests pour savoir si vous êtes, à quel point vous êtes, si vous êtes en dépression. Voilà, c'est un peu la même chose, c'est un outil. Et il faut le voir comme ça. C'est quand on ne le voit plus comme un outil que ça devient dangereux. Voilà pour ces deux articles qui allaient ensemble sur la thérapie avec les IA et surtout sur les narratifs personnels. Je voulais vraiment vous en parler parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. Vous me direz hein, si ce sujet vous intéresse, mais voilà, il y a beaucoup de fantasmes aussi autour des IA, donc c'est bien de temps en temps de voir en quoi ça peut être intéressant et comment ça fonctionne et voilà pourquoi ça fonctionne. De toute façon, vous avez vu les titres des articles, ils sont en open access, donc c'est des articles que vous pouvez consulter si vous voulez, vous pouvez voir un petit peu les prompts qui ont été faits voilà, pour entraîner au narratif. Vous pouvez même vous amuser, vous, à réutiliser les prompts et si vous voulez vous enregistrer et voir un peu comment ça fonctionne, vous pouvez les réutiliser, vous pouvez voir. Alors c'est en anglais, mais bon, on peut le faire en français aussi. Hein. ChatGPT, il parle les deux langues. Par contre, c'est ChatGPT 4, donc c'est payant. Voilà. Alors, autre article qui a été publié là beaucoup plus récemment, en octobre, sur le côté positif de la technologie. Et je constate que... Attendez, je vérifie un truc. Ça n'a pas été pris en compte Je regarde sur un autre navigateur. Hein. Ça n'a pas été pris en compte, mais... Alors, Liner. Sinon, l'article est court, hein. C'est un éditorial, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Oui, oui, oui. Hop. Alors, je pense que juste je ne l'ai pas classé dans la... Bah si, pourtant. The Good Side of Technology. Uh-huh. What the f... Je regarde juste, hein, j'ai perdu un peu le surlignement. Pourquoi ça va marcher? Bon, je vais vous faire ça à l'ancienne. Mais je sais pas, c'est bizarre. On voit pas les...
pourtant ça a bien été surligné, bref. Alors, tac, attendez, je me fais une petite config pour pouvoir pallier ce problème. Nous y voilà. Alors, donc, petite intro classique, hein. Donc avec le fait que voilà, on utilise tous des smartphones et des réseaux sociaux, il y a beaucoup d'articles effectivement de publications scientifiques ou de vulgarisation ou d'articles de presse qui ont, et même de livres, etc., et documentaires, qui ont souligné le côté négatif de la technologie. Et c'est vrai qu'il y a plein de côtés négatifs, l'addiction, la solitude, la dépression, etc. C'est des choses qui sont avérées, hein, c'est ce que vous avez ici. Je ne sais pas si... Oui, je pense que vous arrivez à lire. Mais même s'il y a tous ces effets négatifs, qui sont aussi beaucoup liés au fait que les réseaux sociaux, les fabricants de smartphones travaillent avec des... Alors, j'aime le terme, je trouve ça un peu bullshit souvent, des neuroscientifiques, en tout cas des psychologues, des ergonomes, des gens qui font de la psychologie cognitive, qui connaissent les biais cognitifs, qui connaissent le fonctionnement de l'attention et du cerveau, et en fait, qui utilisent ces informations-là pour designer, alors oui, des produits plus agréables à utiliser, plus ergonomiques, etc., mais aussi des produits qui seront plus utilisés, parce qu'en fait, on aura du mal à s'en détacher. Et les réseaux sociaux, les plateformes TikTok, Facebook, etc., fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire que le travail sur les algorithmes, sur les flux, sur le fait que le scroll infini, etc., tout ça, c'est des choses qui... Enfin, c'est exploiter des biais cognitifs pour y passer plus de temps. Donc, c'est là, du coup, pas la technologie le problème, mais bien l'utilisation de la technologie avec le développement de programmes qui permettent d'exploiter les biais cognitifs pour que vous passiez plus de temps sur la technologie, etc., etc., qu'il y ait des addictions qui se développent. Bon. Donc ça, c'est le côté négatif. Mais le côté négatif, il est lié à une exploitation de connaissances à des fins mercantiles, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas pour développer des addictions qu'ils mettent ça en place, c'est pour que vous passiez plus de temps, qu'il y ait plus de public qui génère plus d'argent. Voilà. Mais voilà, eux, donc c'est un éditorial donc en début d'édition d'une revue scientifique sur un sujet particulier, donc là sur la technologie. Et donc là, eux, ce qu'ils disent, c'est important de reconnaître aussi en tant que scientifique, il faut bien souligner le fait qu'il y a aussi des aspects positifs en fait. Et surtout, il faut prendre en compte aussi le fait que ça fait partie du paysage maintenant. Ça fait partie du paysage, donc il faut le prendre en compte et il faut essayer de trouver une approche plus équilibrée. Et aussi essayer de trouver des manières dont la technologie peut soutenir le bien-être. Voilà. Il ne faut pas juste dire ah ça c'est mal, il y a des exploitations négatives de l'attention, etc. Il faut faire attention. Ok, il y a des effets négatifs, c'est bien de les mesurer et c'est hyper important de les connaître pour pouvoir les combattre. Mais il y a aussi peut-être des utilisations positives. Ils disent un peu une évidence ici, mais c'est important toujours de le souligner. La technologie, le smartphone, c'est pas le mal, hein. Voilà, il y a des biais, il y a des difficultés, il y a des dangers, évidemment, mais il faut aussi peut-être, plutôt que de se concentrer sur uniquement sur les côtés négatifs et de mesurer les côtés négatifs à juste titre pour, et encore, hein, c'est pas forcément fait, pour légiférer par rapport aux géants du numérique et leur dire non, ça vous n'avez pas le droit de le faire parce que ça crée des effets négatifs hyper importants, même si ça vous rapporte beaucoup d'argent. Voilà. Donc c'est hyper important, surtout quand on a des éléments scientifiques pour dire, ben voilà, c'est négatif pour telle et telle raison, à telle et telle hauteur d'utilisation. C'est hyper important, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi regarder, bah attendez, on a des super outils, comment est-ce qu'on peut les utiliser positivement? C'était aussi par exemple, la pertinence des articles que j'ai présentés avant, c'est comment est-ce qu'on utilise ça de manière positive pour la thérapie, pour aider les gens, les intelligences artificielles. Ben voilà, là, la technologie en général, c'est pareil. Donc c'est pas ou négatif ou positif. Donc de la même manière qu'on exploite des biais cognitifs pour du négatif, qui parle d'affordance ici dans l'article, hein, je vous laisserai explorer l'affordance, c'est un concept de cognition, le fait que voilà,
un objet suggère son propre usage, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Euh, on peut utiliser ces affordances, donc c'est aussi, donc, par extension, ces biais cognitifs, pour promouvoir le bien-être et plus de connexion sociale aux autres. J'ai l'article en double, hein, c'est pour ça que je regarde là à chaque fois, à droite. Enfin, du coup, je suis pas du bon côté sur le stream, mais bon, je regarde là. Et donc voilà, donc on peut utiliser ça pour promouvoir le positif. Alors, on a j'en avais parlé dans des articles, il me semble, ou dans un podcast, la, l'échelle d'épanouissement digital qui existe, qui permet de mesurer en fait à quel point on utilise la technologie de manière positive et constructive. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut passer, c'est une échelle qui existe. Je pense qu'elle n'existe pas en français, mais voilà. On a aussi le concept d'utilisateur, enfin d'utilisation sociale agentique, c'est-à-dire où on est proactif dans l'utilisation des réseaux sociaux, on n'est pas passif, on remet de la proactivité. Voilà, hein, l'importance de l'engagement intentionnel et avec du sens derrière, avec un but. Donc il y a plein de choses positives. Pendant le confinement, ça a permis de garder un lien entre les gens. S'il n'y avait pas eu la technologie au moment du confinement, ben, je vous le donne en mille, il n'y aurait jamais eu de confinement en fait. On n'aurait jamais pu faire de confinement. Alors pourquoi? En fait, si on compare à la grippe de Hong Kong, je crois dans les années 60, il n'y avait pas le même information continue parce qu'il n'y avait pas la technologie. Donc ça, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on peut diffuser l'info et où il faut faire quelque chose. L'espace médiatique est occupé par une pandémie. Et d'autre part, on peut communiquer aux gens via les smartphones et ils peuvent communiquer entre eux, même quand ils sont confinés. Vous confinez une population sans aucun moyen de communication chez eux avec un contrôle fort, les gens ils restent pas chez eux en fait, hein. Donc il y a aussi ce côté-là. Donc c'était un aspect positif. Euh, alors après, on peut rediscuter des confinements, etc. Je fais pas de politique ici, mais euh, c'est un aspect positif dans le sens où ça permettait de garder un lien, de préserver une certaine santé mentale, en tout cas pour une partie des gens, via ces outils de communication. On peut voir les gens, on peut discuter, on fait des visios, etc. C'est quand même mieux que d'être tout seul avec aucun moyen de communication, ou juste le téléphone. Donc ça c'est sûr. Voilà, voilà. Alors attendez, où est-ce que j'en suis? Tac. Donc ouais, on a des... Alors c'est l'étude de Chase, voilà, ici. On a des études qui ont montré que, en fait, la technologie, le numérique, quand c'est utilisé pour renforcer les liens sociaux, en fait, ça a peu d'effets négatifs et ça peut même augmenter la santé mentale. Donc c'est hyper intéressant. Voilà, donc impact positif. Alors notre défi, il est 9 heures, donc je ne vais pas tarder à arrêter, mais on a bientôt fini l'article. Un des défis, en fait, pour comprendre le potentiel positif de la technologie, c'est de faire des recherches dessus, en fait. C'est-à-dire, ok, on s'y intéresse. On regarde en psychologie positive, qu'est-ce qu'on peut faire pour évaluer ça, pour mettre en place des politiques publiques qui favorisent le positif avec la technologie. Voilà. Et par contre, évidemment, c'est de la recherche interdisciplinaire. Parce qu'il faut des ingénieurs, il faut développer des outils aussi technologiques, des algorithmes, des programmes en fait tout simplement, les tester avec des psychologues au niveau cognitif, etc. Donc il y a un vrai besoin de recherche interdisciplinaire et donc un vrai défi là-dessus. Ça c'est sûr que c'est un peu la limite de l'exercice, c'est qu'on peut avoir des recherches de psychologues sur le sujet qui auront leur pertinence par rapport aux outils en place, mais quand on parle de développer des outils ou de développer des usages particuliers, de les tester avant de les déployer, il faut développer des prototypes. Et ça, les psychologues programmeurs, il n'y en a pas, je ne pense pas qu'il y en ait des milliers sur Terre qui en plus s'intéresseraient à ce sujet-là particulièrement. Donc voilà. Et enfin, il parle aussi d'éléments par rapport à
évidemment les perspectives ouvertes par l'intelligence artificielle, par la VR et la réalité augmentée, donc la réalité virtuelle et la réalité augmentée, la RV et la RA en français, euh, ou la VR AR en anglais. Et donc il y a plein de technologies qu'on peut imaginer, et pour la thérapie, et pour le bien-être, et pour la méditation, et pour plein de choses euh, qui permettent d'avoir des usages positifs de la technologie. Donc là, en fait, dans cet édito, il présente un petit peu le numéro en fait de l'article, enfin le numéro enfin le volume pardon de cette édition de Frontiers in Psychology. Euh, et donc là derrière, c'est la présentation, vous avez des articles qui ont été publiés là-dessus. Donc si ça vous intéresse, pareil, hein, c'est l'édition 14 le volume 14 pardon, de 2023 de Frontiers in Psychology. Et donc vous avez dans ces domaines de recherche, pareil, c'est des articles en open access. Voilà, par exemple une étude sur les smartwatches et la réciprocité, la communication positive chez les jeunes, des études évidemment sur le Covid, c'est publié toujours un peu après, donc voilà. Euh, les technologies et le lien avec la solitude et la connexion aux autres, le côté transcendantal, la transcendance dans les technologies et l'approfondissement des expériences grâce à la technologie, les communautés en ligne. Voilà, enfin, il y a plein de choses hyper intéressantes. D'ailleurs, j'ai pas tout regardé, donc je le mets de côté parce que, en fait, il y a des articles là-dedans qu'on pourrait traiter dans la revue de psychologie positive. Donc voilà, je mets de côté. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ça. C'est des articles de recherche, certes, mais si vous regardez ça tranquillement en regardant un peu l'intro pour comprendre, et puis la conclusion, la discussion, vous avez les éléments d'information principaux. Vous n'êtes pas obligé de comprendre les statistiques mises en place, etc. Enfin, donc il n'y a pas de souci. Bien, bien. Écoutez, il est 9h04 exactement. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on a vu 3 articles, on était très axé techno aujourd'hui, technologie, intelligence artificielle. Je vais faire un petit peu long là-dessus, mais je pense que c'est des sujets intéressants. La semaine prochaine, j'ai encore plein d'articles en stock. Voilà, enfin, on a plein de sujets à aborder. Autant les premières revues psychologie positive l'année dernière, en début d'année, quand j'ai commencé, je crois au printemps, il fallait que je me mette dedans, que je trouve des articles, etc. Là, j'ai des sources hyper qui sont alimentées en permanence. J'ai plein de choses hyper pertinentes, hyper intéressantes, et encore c'est une sélection que je fais. Donc là, le flux d'articles n'arrête jamais, que ce soit de la vulga ou de la recherche. Et donc voilà, on peut en discuter à l'infini. Donc moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, bien sûr. La team replay, enfin ceux qui voient ça sur YouTube, eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos, évidemment, de la chaîne de replay. Et puis, la chaîne se réaliser, le blog se réaliser, vous avez des articles, des vidéos beaucoup plus courtes, où là, c'est vraiment des sujets précis de psychologie positive, mais pas que. En podcast, en vidéo, en format article de blog, et vous pourrez regarder tout ça tranquillement. Donc, merci d'être passé sur le live ou d'être passé en replay. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle revue de psychologie positive. Et puis, je vous souhaite évidemment une excellente journée. Ciao!